Bonjour, nous sommes toujours le dimanche 30 novembre, il est 22h30, et je voudrais vous parler du court terme et du long terme. Je veux dire par là que il y a des gens qui croient que du moment que c'est bon à court terme, c'est bon à long terme. Et ce qui complique un peu les choses, c'est que parfois, ce sont plutôt les manques qui font problème. Ce qui fait problème, c'est pas tellement ce qu'on a, c'est ce qu'on n'a pas. C'est pas tellement ce qu'on reçoit, ce qu'on ne reçoit pas. Et le manque, comme chacun sait, le manque est plus difficile, l'absence est plus difficile à appréhender que la présence. Parce que l'absence, c'est quelque chose de... Il peut y avoir un sentiment de manque, mais manque de quoi? Parce que les gens ne savent pas très bien. D'ailleurs, ça renvoie à la question de l'intérêt. Par les gens qui disent ceci m'intéresse ou ne m'intéresse pas, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça signifie s'intéresser à quelque chose qu'on ne connaît pas? C'est un sentiment vague de quelque chose qui nous manque, puisque quelque part on s'intéresse à ce qui nous manque. On se dit ça me manque, donc je vais m'y intéresser. Je vais m'y intéresser. Hein, c'est comme ça. Donc l'intérêt, c'est le manque. Genre, ah oui, tiens, ça me manque. C'est quelque chose qui me fait défaut, dont j'aurais peut-être besoin. Donc, conscience d'un manque. Mais c'est très mystérieux, la conscience d'un manque. C'est plutôt du genre, lui, il a ça, moi, je l'ai pas. C'est plutôt une envie, être envieux d'eux, être jaloux d'eux. C'est plutôt ça. C'est pas tellement qu'il nous manque quelque chose, c'est que l'autre a quelque chose qu'on n'a pas. Et s'il ne l'a pas, pourquoi ne l'aurait-on pas? C'est la fameuse histoire des pommes de terre de Parmentier. Tiens, c'est là, mais moi je ne l'ai pas. J'ai envie de l'avoir. Euh, donc, on est là dans un processus de manque, de conscience du manque, de sentiment de manque, de manquer, de peur de manquer, qui nourrit l'intérêt, qui nourrit l'envie, qui nourrit ce qu'on peut appeler la revendication d'égalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'égalité? C'est je veux avoir ce qu'a l'autre. Je veux être comme l'autre. C'est parfois une revendication extrêmement infantile, l'égalité. Ma petite sœur, quand même, qui était assez jalouse, elle voulait avoir ce qu'elle n'avait pas, ce que l'autre avait. Bon. Est-ce que ça on peut pas réduire est-ce que par hasard on ne pourrait pas réduire les revendications féminines sur l'égalité à une sorte d'idée comme ça de ah moi je veux avoir ce que mon petit frère a et moi je l'ai pas. C'est aussi une conscience du manque. Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si je dis à quelqu'un si vous avez tel et tel problème, c'est parce que vous vous nourrissez mal. Non seulement sur le plan matériel, mais sur le plan spirituel et intellectuel. Vous nourrissez mal, donc vous maltraitez votre cerveau, votre corps, non pas tant parce que vous lui donnez, mais parce que vous ne lui donnez pas. Ah, parce que vous ne lui donnez pas. Et donc, à ce moment-là, je dirais, ben oui, si on faisait la liste de tout ce que nous donnons, tout ce que nous n'avons pas, ou tout ce que nous ne nous donnons pas, tout ce que nous ne nous accordons pas, c'est pas facile. On est beaucoup plus à son aise en disant, ah, j'aime bien ça. Mais qu'est-ce que je peux dire de quelque chose que je n'ai pas? Si ce n'est que je ne l'ai pas et que l'autre l'a. Et dans ce sens-là, la jalousie peut être une bonne chose. Parce que ça nous amène à nous dépasser, puisque on veut avoir ce que l'autre a. Mais parfois, c'est simplement, comme dans le jugement de Salomon, voilà,
Je vais avoir ce que l'autre a et que j'ai perdu, que je n'ai plus. Comme les mères qui se plaignent auprès de Salomon, celle qui a perdu son enfant préfère qu'à la limite on tue l'enfant qui reste. Tout ça est un peu sordide, glauque. Moi je dis aux femmes que elles devraient, je parle pour ma chapelle, elles devraient faire moins de choses réchauffées, moins de choses qu'on connaît déjà, moins de films sous-titrés. Parce que tout ça, ça endort, ça ankylose le cerveau. Ça ne le secoue pas, ça ne le dynamise pas, ça ne le tonifie pas. Si on ne propose à son cerveau que des choses qui sont faciles à digérer, faciles à assimiler, on ne le tonifie pas, son cerveau. On ne le met pas comment dire, dans un état de veille, d'éveil, d'attention, d'écoute. Bien sûr que, par exemple, je prends un exemple aussi simple que cela. L'autre jour, je plaisantais à ce sujet, mais c'est vrai. À la limite, pourquoi il y a tellement de gens aujourd'hui qui vont voir des films en version originale sous-titrée? Parce qu'ils ont découvert que c'était beaucoup plus commode. C'est plus facile pour notre cerveau de lire des textes sous-titrés que d'écouter des dialogues, même en français, même dans notre propre langue. Ça demande, c'est beaucoup plus fatigant. À chaque instant, d'entendre quelqu'un qui parle et puis de relier à ce qu'on sait, de faire des connexions, etc. Mais tout ça, c'est très fatigant. Il faut, l'oralité est plus fatigante que l'écrit. Donc quelque part, quand c'est écrit, donc c'est moins fatigant et donc c'est moins tonifiant. Qu'est-ce que vous dites? Malheureux, c'est comme ça. Croire que c'est un peu, vous savez, comme c'est un peu naïf de croire que si on mange quelque chose qui nous fait plaisir, c'est bon pour nous. Pas du tout. Ça peut très bien, peut-être que sur le moment, dans l'immédiat, effectivement, ça peut être bon pour nous, mais au bout de quelques temps, peut-être au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, et puis si ça se répète tout le temps, ça va avoir des effets désastreux, au contraire. Et après, on pourra toujours se plaindre de pas, qu'il n'y a pas de justice, que la société est contre nous, le conspirationniste. Bien sûr qu'on peut toujours dire ça. Il faut peut-être commencer à se mettre en cause soi-même. Il y a le problème de la paille et de la poutre. Donc, c'est comme les gens qui disent ah, j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai compris ce que vous avez dit. Et comment savoir qu'on a vraiment compris ce que l'autre a dit? Je ne sais rien. On a compris quelque chose. On a capté quelque chose, mais est-ce qu'on a vraiment compris le discours qui a été tenu? Et de ce point de vue-là, la meilleure façon de prouver qu'on a compris ce que quelqu'un a dit, c'est pas de répéter ce qu'il a dit, mot pour mot. C'est de retraduire, reformuler dans une autre langue, dans une autre formulation, ce qui a été dit, dans ses propres mots. Quelqu'un qui me dit j'ai compris, je peux vous répéter ce que vous avez dit. Ça n'a aucun intérêt. Ça prouve rien du tout. Donc, effectivement, il y a aussi un autre aspect que je voudrais aborder pour terminer. J'y faisais référence dans une précédente vidéo. Nous sommes dans une société du faciès. Au moment même où on nous parle d'égalité, on s'aperçoit, et l'autre jour, quelqu'un me le signalait, dans les petites classes, les gens, c'est-à-dire que tout le monde fonctionne sur le faciès. Le faciès, c'est pas uniquement être noir ou blanc ou jaune. Le faciès, c'est pas uniquement être un homme ou une femme. C'est aussi, le faciès, c'est l'âge. Les gens se rencontrent par classe d'âge. Et ils imaginent, à tort ou à raison, ils imaginent que les choses
qu'on lit le monde comme un livre. Voilà, c'est-à-dire que les choses se donnent à voir. Voilà. Et donc, on voit les choses, on voit que telle personne a l'air plus âgée qu'une autre, bon. Que telle personne n'est pas la même couleur, bon. Que telle personne n'a pas le même sexe, bon. Très bien. Mais c'est pas uniquement la question de la longueur des cheveux. Même si à une époque c'était un critère. Alors on peut jouer avec ça, on peut effacer certaines différences. On peut faire un lifting, par exemple, pour une femme, souvent. On peut, je ne sais pas, il y a des choses qui permettent de corriger certaines apparences. Mais, là encore, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, malheureusement, nous sommes des êtres qui avons besoin de généraliser. Et nous ne généralisons pas sur un... Généraliser, ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. C'est ça, c'est une conception qu'on a quand on dit nous sommes tous des êtres humains. Mais notre généralisation, c'est pas ça. La généralisation, c'est de dire les gens qui ont tel look, ils sont comme ça. Les gens qui ont tel look, ils sont comme ça, etc. Donc on généralise sur un certain nombre de catégories. On met dans des cases. Ça aussi, c'est une forme de généralisation. Pas dans le même sens que l'autre, mais c'est aussi une forme de généralisation. Et je pense que ces deux formes de généralisation se contredisent, sont conflictuelles. Et quelque part, c'est ça le débat, quelque part. C'est ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a le débat du genre, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes l'humanité, donc ne cherchons pas à distinguer les ceci, les cela, les hommes, les femmes, les noirs, les blancs, les jeunes, les vieux. Et en même temps, quelque part, cette façon de classer est aussi une forme de généralisation. Hein, qui fait sens quelque part, qui donne quelque information quelque part. Et je crois que c'est cette dualité aussi qui fait problème. On ne peut pas, qu'on le veuille ou non, hein, il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer, qu'on ne peut pas ne pas voir. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà, on est programmé à classer les choses, à classer les gens.